Il y a une fissure dans toute chose, et c'est ainsi que rentre la lumière. Bon, c'est pas de moi, c'est de Leonard Cohen. Moi, je suis Enzo Colucci, et tu écoutes la 4e saison de Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Ensemble, un mardi sur 2, viens prendre ton shoot de motivation avec des témoignages inspirants de personnes qui ont fait de leurs échecs une source d'inspiration. Pour s'émanciper de cette peur qu'on a d'échouer, il faut changer notre état d'esprit. Et c'est pas avec un e-book gratuit en 5 étapes que ça va se régler cette histoire. Donc je te rassure, mais t'as déjà dû le sentir, ici c'est ambiance à la cool. On se prend pas la tête et on n'est pas là pour donner des leçons. Le but du podcast, c'est justement de montrer qu'on est tous vulnérables et qu'on traverse tous des périodes de merde dans nos vies. Mais que c'est tout à fait possible de s'en relever. Alors j'espère que tu vas kiffer l'épisode. Hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, on enregistre depuis la maison avec Cécile. Bonjour Enzo, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci d'être venue, d'avoir fait le déplacement, Cécile. Yes. Avant qu'on commence, Cécile, peux-tu nous dire qui tu es ? Alors Cécile Saboureau, j'ai 38 ans, je suis paratriathlète, donc je pratique le triathlon pour les personnes en situation de handicap. Voilà, donc j'ai commencé cette aventure du triathlon il y a 3 ans. Avant, je ne pratiquais pas du tout ce sport, j'étais cavalière professionnelle et je me suis sélectionnée pour Tokyo. Monstrueux, grande sportive. C'est ça, en 3 ans, c'est ouf quoi d'arriver à cet objectif-là. Bon, malheureusement, mon destin en a décidé autrement. Mais ouais, c'était très plein d'embûches et c'était très motivant. Bon, écoute, cool. Dans la petite intro, je pense que les gens ont un peu compris peut-être de quoi on allait parler aujourd'hui, puisque tu as dit que tu étais paratriathlète. Donc, avant qu'on commence, Cécile, est-ce que tu peux nous donner, toi, ta vision de l'échec ? Ma vision de l'échec, j'ai envie de dire, il n'y en a pas. Parce que la solution, c'est de rebondir. L'échec, c'est de rester à terre. Et puis, je me dis que j'ai qu'une vie, donc je ne vais pas aller dans mon cercueil directement. Donc, j'avance. Donc, il n'y a pas forcément d'échec. L'échec, c'est de rester là où on était. On est d'accord. Il y a deux façons de l'aborder, l'échec. Soit tu restes en boule, tu chiales et tu fais rien. Soit tu relèves la tête, tu prends du recul et t'avances. Voilà. Et puis, être dans une situation contraignante, c'est pas moi. Je veux toujours trouver des solutions. Donc, en général, du coup, ça me permet de me relever assez vite. Trop bien. On va voir un peu comment est-ce que tu arrives justement à prendre du recul sur les choses et trouver des solutions. Écoute, rentrons dans le dur. Je contextualise un peu. Après, comme d'hab, je vais te laisser la parole pour nous raconter un peu tout ça. Et puis, on va discuter de ça pendant une bonne vingtaine de minutes. Donc toi, Cécile, histoire de ouf. En 2004, tu as eu un accident de la route. C'est ça. Tu t'es fait taper par un poids lourd. Alors, poids lourd, oui. Là, dernièrement, mais sur celui d'il y a 17 ans, c'était une moissonneuse-batteuse. Donc, on peut appeler ça un poids lourd, mais on reste dans un contexte de gros volume. Tu fais que dans du gros, d'accord. Voilà. Bon, alors, du coup, 2004, premier accident de la route, en vélo ? Non. Pas en vélo, là, cette j'étais fois-ci. en voiture. Peut-être t'es en voiture. Donc, accident de la route en voiture en 2004 par une moissonneuse-batteuse. Et comme tu fais pas dans la dentelle et la simplicité, 2021, re-accident de la route. En vélo avec un poids lourd, avec un camion type terrassement, donc assez volumineux. Voilà. Donc encore, à chaque fois, je ne suis pas en tort. C'est des refus de priorité des poids lourds. Et donc, en 2004, ça m'a coûté ma jambe droite. Pour faire très simple, le choc a été tellement violent que, en fait, le tableau de bord m'a sectionné la jambe droite. Donc, en fait, je m'en suis pas rendu compte. Je suis sortie du véhicule, je me suis mise debout, je suis tombée. Je me suis remise debout, je suis tombée. Et là, j'ai regardé et en fait, j'avais plus ma jambe droite. Voilà. Donc, bien évidemment, je suis restée à peu près 50 jours en réa. Il y a eu d'autres complications. Il n'y a pas eu que le membre droit qui était déjà arraché. Ils m'ont sauvé mon pied gauche. Voilà. Aujourd'hui, il y a une atrophie musculaire des muscles de la voûte plantaire, donc qui m'occasionne quand même une petite difficulté, on va dire, par exemple, pour la course à pied, mais qui ne se voit pas. Voilà. Après, j'ai eu des brûlures un peu multiples. Voilà. Et puis tout l'appareillage après à faire pendant plusieurs mois, mais où ça a été relativement vite. J'avais 20 ans, donc on récupère vite à cet âge-là. Et à cette époque, du coup, tu l'as annoncé tout à l'heure, tu étais donc cavalière pro à ce moment-là, du coup ? Cavalière professionnelle, du coup, j'avais mon piquet de jeunes chevaux et quelques chevaux de haut niveau, voilà.
Donc là, par contre, carrière professionnelle dans les chevaux, et moi, ma particularité, enfin ma spécificité, c'était le jumping, c'est fini. C'était plus possible. Et comment du coup tu vis ça? Donc comment ça se passe? Donc là tu te chopes ton accident, boum, tu te rends compte, donc 50 jours de réa. Comment on s'en sort du coup de ça? Qu'est-ce qu'on développe à ce moment-là? Là, coup de massue, parce que en fait, j'ai 20 ans, j'ai privilégié ma carrière professionnelle et pas scolaire. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire en étant cavalière? À 14 ans, j'étais en cours par correspondance. Je me suis mis à côté du cursus scolaire. J'ai pas de bagage. Qu'est-ce que tu peux faire? Et du coup, en fait, je me suis spécialisée dans l'enseignement. J'ai passé mon diplôme d'enseignante d'équitation avec mon handicap. J'ai passé un autre diplôme d'éthologue équin. Donc, on va dire, pour schématiser un peu, je suis la femme qui murmure à l'oreille des chevaux. Je me suis spécialisée là-dedans. Voilà, donc je me suis spécialisée dans l'enseignement. J'ai aussi passé un diplôme spécifique dans l'enseignement pour les personnes handicapées mentales, moteurs et sensorielles. Et voilà, et du coup, j'ai construit ma carrière sur de l'enseignement pour les sportifs de haut niveau dans l'équitation, mais aussi débutants. Parce que ce qui me plaît, moi, c'est la mixité. Ok, donc tu rebondis sous combien de temps? Du coup, combien de temps ça prend avant que tu digères la chose, tu l'acceptes et les actions que tu mets en place derrière, du coup, c'est... Ça a été vite et pas vite. Donc, bien sûr, il y a eu 50 jours de réa. Après, il y a eu 8-9 mois à peu près d'adaptation, le temps que le moignon prenne sa forme, que j'accepte l'appareillage. J'ai une particularité, c'est que j'ai une amputation très courte. Aujourd'hui, les sportifs de haut niveau qu'on voit, ils sont majoritairement amputés au niveau du tibia. Donc, certes, c'est une amputation, mais qui est beaucoup moins complexe que la mienne, puisque moi, je n'ai plus de genoux. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple de Pistorius, qui avait bien, effectivement, 2 jambes d'amputées, mais c'était 2 pieds. Et 2 pieds, aujourd'hui, techniquement, c'est beaucoup plus facile qu'un pied et un genou, parce qu'il y a moins de dissymétrie, et qu'un genou, c'est une articulation qui est plus importante qui est bien importante, ouais. que le pied. Donc aujourd'hui, voilà. Ok, donc tu as eu une attelle Il y a eu à peu près 8-9 mois pour sortir et être autonome, suite à cet accident. Après, j'ai repris assez vite. J'ai repris ma discipline, donc le jumping. L'année qui suit, je suis championne de France dans ma catégorie en para-jumping, donc discipline pour les personnes en situation de handicap. Malheureusement, je me suis battue pendant des années pour que cette discipline soit reconnue paralympique. Et le para-jumping n'existe pas, donc ça m'a amenée à aller sur le triathlon, en fait. Ok, que je reprenne tout du coup dans l'ordre. Donc ouais, tu tapes 8-9 mois, derrière du coup tu repars direct à l'entraînement puisque tu dis que moins d'un an après ton accident, t'es déjà championne. Donc. Ouais, championne de France en parajumping pendant la Coupe du Monde du célèbre jumping de Bordeaux, donc il y avait une super ambiance. Donc ça a été vite en fait. Ok. Comment ça se fait? Comment tu peux dire que ça a été vite du coup, genre parce que c'est quand même pas commun. Demain tu te fais amputer. Comment est-ce que tu développes justement tous ces aspects de résilience, cette force que tu as été chercher en toi? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Je pense que en fait l'équitation est en tant qu'avare professionnel, les chevaux on les monte des fois de zéro, ils connaissent rien, donc il faut toujours trouver des solutions. Et ma particularité, ma spécificité quand j'étais cavalière de haut niveau, donc avant cet accident, c'était de travailler les chevaux complexes, difficiles et leur donner goût à reprendre la compétition. Et auquel cas, c'était de vraiment chercher, aller plus loin, de pas lâcher l'affaire. Et j'arrivais toujours à trouver. J'ai d'ailleurs aujourd'hui à mon actif une jument qui a été championne olympique par équipe en 2016 à Rio avec le célèbre cavalier Roger-Yves Bost, que j'ai été travailler à l'autre bout du monde à Singapour. Et cette jument en fait avait des problèmes, elle était trop stressée, elle était trop contractée sur ses concours, il fallait trouver la solution. Beaucoup de gens avaient travaillé sur cette jument, on ne trouvait pas, et il y avait juste le petit truc. Et en fait, il fallait chercher un peu plus loin que le bout de son nez. Elle était stressée, pas forcément le public ou le concours ou l'obstacle en lui-même, mais parce que en fait, elle avait une déficience au niveau de l'œil, et de là, ça justifiait qu'elle était plus inquiète, et du coup, il fallait juste anticiper son problème. Ok. Et du coup, donc tu dis que tu avais 20 piges en plus, putain, à l'époque, donc tu as 20 ans. Là, du coup, tu es hyper soutenu, j'imagine, à ce moment-là, autour de toi. Tu as quoi? Tu as de la famille, tu as des amis, J'ai oui, mais mes proches sont là, mais pas tant que ça, parce que en fait, vu l'ampleur de l'accident et par rapport à ce que je faisais,
Ils n'ont pas de solution et ils sont plutôt désemparés. Ouais, ils sont démunis. Ouais. Et en fait, j'ai fait mon chemin toute seule, je ne me suis pas posé de questions. Mon conjoint, à l'époque, je ne suis plus avec, mais qui m'a fait les premiers soins, qui était là, qui était pompier, et heureusement, lui, clairement, est tombé en dépression. Mes parents ont plutôt un peu rejeté ce qui m'est arrivé, parce qu'ils n'arrivaient pas à le concevoir. Ils n'avaient pas de solution. Donc, en fait, finalement, je me suis faite un peu toute seule, bien qu'ils étaient là, présents, toujours à vouloir m'aider. Mais vu l'ampleur des problèmes, ils m'ont pas poussée à faire quelque chose. En fait, je l'ai fait par moi-même. Et c'est peut-être là aussi la solution. Au bout d'un moment, c'est quand on compte pas sur les autres, on se dit, il va falloir que je trouve les solutions par moi-même. Totalement. Voilà. Et ça, du coup, encore une fois, cette force, tu vas la chercher où? Parce que du coup, tu as été sportif de haut niveau, enfin, tu l'étais, du coup, à ce moment-là. Est-ce que ça t'a aidé? Comment est-ce que tu te dis, genre, putain, j'ai une jambe en moins, mais j'en ai rien à foutre, genre, je me relève, je pense déjà à l'après. À quoi tu pensais à ce moment-là pour te remotiver? Axel Altru, du coup, on en parlait un petit peu en off avant, qui était venu aussi sur le podcast, qui lui, du coup, a fait un accident de motocross et a perdu l'usage de ses jambes. Il n'a pas été amputé, mais il a perdu l'usage. Oui, il a dit justement que les mois qui ont suivi, c'était dur psychologiquement, parce que t'es en rééduque, tu te dis putain, mais ça va être quoi ma vie après? Et pourtant, tu vas chercher, lui aussi sportif de haut niveau, donc tu vas chercher cette mentalité de meurtre de faim en disant genre, je m'en fous, la vie, je la bouffe et je vais trouver ça. Où est-ce que ça vient d'où, toi, chez toi, du coup, ça? Si en plus, t'as pas été aidé, comme tu dis, c'est ça qui est ouf. C'est à peu près la même chose. Hein. En fait, je me dis, rester dans le lit, rien faire, psychologiquement, ça me bouffe. Donc, je fais plein de trucs et puis je verrai où ça va mener et puis je fais ce que j'ai envie. Et en fait, voilà, c'est tout simple, c'est ça. Comme ce qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Ouais, et puis quand on se retrouve sur le lit dans le milieu médical, on se dit, tant que je suis dehors, je vis ça à fond, je fais ce que j'ai à faire et tant que je peux éviter, tout va bien. Ouais, tu pensais déjà en fait à ta carrière après, toujours dans l'équitation en fait, c'est ça qui te motivait? Après, effectivement, j'avais une grosse question, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, j'ai gardé ce que j'aimais, ce que j'envisageais, c'était faire une carrière dans l'équitation, un peu différemment, et ça s'est plutôt bien passé. Oui, il a fallu te réinventer, donc tout ton parcours de prof, comme tu disais juste avant, quoi, en fait. Voilà, donc ça te remotivait d'avoir ça en tête. Enseignante d'équitation, directrice de centre équestre et spécialisée dans la rééducation de chevaux difficiles. Tu commençais déjà à bosser quand tu étais en rééduc, justement, à te dire, ok, la suite, maintenant, ça va être ça, je vais être prof, et donc ça te motivait aussi? Tu commençais à bosser déjà aussi à l'hôpital ou... Je l'avais dans la tête, après, je n'étais pas sûre. Ok. Mais je savais que c'était cette voie-là, j'avais que ça, puis après, j'ai dit, essaye, parce qu'effectivement, passer son monitorat avec une jambe en moins, on se dit, déjà, passer un diplôme, voilà, il faut que je me remette à cheval, j'ai une jambe en moins, est-ce qu'il y a des prothèses pour monter à cheval? J'ai eu plutôt, encore une fois, des barrières, mais c'est ce qui m'a permis de rebondir finalement. Par exemple, je venais de me faire amputer, j'étais en centre de rééducation, on avait fini donc les jours de réanimation, et donc je suis allée voir le médecin qui était affecté à mon allée, on va dire. Et je lui ai demandé, alors j'en souviens toujours, s'il avait un nom à coucher dehors, comme je dis, Monsieur Rakotonania, c'était un malgache. Et je lui dis sur mon fauteuil, parce que j'étais en fauteuil, Monsieur, qu'est-ce que j'aurais comme prothèse? Et là, il me dit, écoutez, madame, vous aurez la prothèse que vous aurez la prothèse comme tout le monde. Donc, bref, il m'a pas apporté de solution. Alors de là, coup de massue, par contre. Je me dis, en fait, il n'y a pas de solution, ça va être une prothèse, ce qu'il y a, ou le fauteuil. Et puis, en fait, on me donne aucune solution et je peux pas me projeter sur l'avenir. Et en fait, ça m'a quand même pas mal dévasté pendant 2-3 jours. Et en fait, ça m'a permis de cogiter, de réagir. Et à l'époque, Guillaume Depardieu venait de se faire amputer. Et de là, je me dis, lui, il s'est fait amputer, je veux savoir où il est, dans quel centre il est, et je vais là où il est. Et du coup, j'ai demandé à ma mère, on a constitué un dossier, et rapidement, je suis partie au centre de rééducation de Valenton, qui à l'époque était vraiment la référence, qui est encore une référence aujourd'hui, sur, on appelle ça le grand appareillage, les prothèses. Et où ça, Valenton, pardon? Dans le 94. 94, ok. Voilà. Ok, donc là, ouais, tu te rends compte que, en fait, oui, tu vas pas avoir une prothèse comme tout le monde, tu vas te donner les moyens de choper autre chose. Un truc plus approprié à ce que tu veux faire, ta carrière pro potentiellement, donc ça te redonne du baume au cœur. On me propose rien, donc je vais chercher, et puis je me dis que si lui il a pas la solution, il y en a peut-être une quelque part. Et là, pour le coup, ça a été Guillaume Depardieu qui était médiatisé à l'époque, mais c'était sur Internet, mais c'était difficile d'accès. Je m'en souviens, j'avais le droit à 1 heure pendant le soir, pendant que j'étais au centre de rééducation, quoi. En 2004, il n'y a même pas Facebook, je crois, du coup, à ce moment-là, dont on parle de ça. Peut-être, ou à peine, ouais, effectivement. Ouais, donc pour dire qu'Internet, c'était pas développé mais comme comme quoi, aujourd'hui. C'est un super moyen de communication. Clairement.
Et le fauteuil, par contre, c'était déjà pas une option. On t'avait dit que dans tous les cas, tu aurais une prothèse, que tu serais pas obligé d'être en fauteuil à ce moment-là. Quand on sait qu'il y a des gens qui ont des prothèses et qui marchent, on se pose pas la question, quoi. Parce qu'effectivement, le fauteuil roulant, c'est très réducteur. Oui, c'est pour ça, ouais. Logiquement, ça doit être encore un autre choc encore. C'est pas sympa de se retrouver tout le temps assis. C'est cool d'être debout. D'accord, ouais. Ok, donc du coup, première claque à ce moment-là, mais tu te remets en selle, justement, c'est le cas de le dire. C'est ça. Tu te remets vraiment en selle. Je me remets en selle. Il y a toujours une histoire de selle avec moi, de toute façon. Donc du coup, boum, tu repars, t'es prof, et à quel moment, du coup, tu deviens donc paratriathlète ? Et en fait, donc j'étais en plein dans ma carrière de directrice de centre équestre. Je commençais à être un petit peu fatiguée par le milieu parce que je le connaissais par cœur, et puis j'envisageais de faire autre chose. Et puis j'étais frustrée au niveau compétition que effectivement il n'y ait pas de discipline pour moi en paralympique dans le jumping. Et ça me tâtait depuis un moment. Et je vois une journée porte ouverte, événement, essayer prothèse de course. Bon, c'était à Rouen, donc je connaissais la personne qui organisait ça. Je dis, allez, je vais tester. Et en fait, quand j'ai couru, j'ai adoré. Ce sentiment de liberté, et ça s'est fait relativement assez facilement. Et voilà, et je dis, j'ai envie de courir, ça me plaît. Quelle année ça ? C'était en 2018, mai 2018. Ah oui, ok, ouais, donc c'est quand même relativement assez récent, et c'est tard par rapport à ton premier accident. C'est ça. Et il faut savoir que quand on n'a pas de genoux, on peut pas courir avec les prothèses de marche. C'est pas possible. Alors, il en existe une sur le marché, mais qui coûte extrêmement cher. On est à 115 000 € la prothèse, donc c'est vraiment des dossiers assurantiels. Voilà, donc moi j'ai une très bonne prothèse, mais quand on n'a pas son genou, on ne peut pas courir avec une prothèse de marche. C'est pas possible. Alors que si vous êtes amputé au niveau du pied, vous pouvez courir parce que le genou, lui, peut faire la fonction. Ouais. Mais pour courir, moi j'ai besoin vraiment d'une prothèse très spécifique, avec un genou pour courir, et la fameuse lame de course. Voilà. Tu disais tout à l'heure, pardon, du coup, j'arrive jamais à retenir son nom. Oui, le phénomène, on va dire, entre guillemets, Pistorius. Oui, phénomène à tous les niveaux aussi, lui. Oui. Ouais, du coup, tu as une lame quand tu cours. Forcément, du coup, pour courir, tu as une flexion du genou qui, quand tu n'as pas de genou, c'est clair que c'est la merde. Voilà, et il faut un genou spécifique. Et c'est très technique, parce que le genou, si on ne le met pas en butée d'extension complète, en fait, c'est vraiment comme un vérin de voiture. Si tu ne le positionnes pas complètement en butée d'extension, tu tombes. C'est très technique de courir quand on a un genou en moins. C'est très particulier parce que là, il faut vraiment contrôler. Et auquel cas, là, pour le coup, j'étais dans du stressé. Je savais qu'effectivement, j'allais tomber. Je suis tombée la première fois. Mais bon, on a fait les choses bien. J'étais sur un terrain de foot, donc j'ai envie de dire, sur l'herbe, je ne me suis pas fait mal. Ouais. J'étais tellement anxieuse que j'avais même mis des coudières et des genouillères. Auquel cas, sur un terrain de foot, n'a pas vraiment de sens. Et puis que j'allais pas courir à 30 km/h. Donc, j'avais pas forcément besoin de mettre. Mais bon, j'étais tendue, stressée, mais ça s'est super bien passé. Et après le défi, je sais plus, il y avait un tour de piste à 800 mètres. C'était une grande piste un peu spécifique sur un grand terrain de foot sur Rouen. Et je l'ai fait. C'était dur, mais j'ai bien aimé, j'étais contente. Et c'est parti comme ça, en fait. Donc, j'ai testé cette prothèse de course. Et après, moi, je travaille dans la recherche et le développement avec le leader mondial du grand appareillage, qui est Autoboc en France. Et ils m'ont proposé de me prêter un genou et une lame de course. Voilà, parce que ça, c'est pas pris en charge par la Sécu. Comment c'est arrivé, du coup à quel moment ils te proposent ça d'eux-mêmes ? Quasiment dans la foulée. Après, il y a eu un petit article, on a parlé entre nous. Moi, j'avais un formateur en interne d'Autoboc qui me connaissait bien et qui a été sensibilisé par cette reprise de course et le fait que j'aimais, et auquel cas, il m'a proposé et j'ai dit oui dans la foulée. Donc du coup, il me la prête. Je commence à courir, pas tous les jours, mais quasiment. Et puis, ça prend bien. Et puis, je rencontre sur un salon le phénomène Alexis Anquincan, qui est notre champion olympique en paratriathlon. Lui, il a une amputation au niveau du tibia. Je le rencontre et j'apprends qu'il fait du paratriathlon. Je me dis, qu'est-ce que ça, le paratriathlon ? Le triathlon, déjà que c'est compliqué, mais c'est pas possible qu'on fasse du triathlon pour les personnes en situation de handicap, parce que ça va sur tout type d'handicap. Amputation de bras, jambes, non-voyants, malvoyants, paraplégiques, etc., etc. Et je trouve ça ouf. Et puis du coup, je me dis, l'athlétisme, je suis un peu vieille. Je serais mieux sur du sport de fond. Et là, je dis, carrément le triathlon. En plus, ça match pas mal avec ce que je faisais avant, sport extérieur. Voilà, donc c'est venu comme ça.
T'avais déjà fait du coup du triathlon, enfin avant, je veux dire, genre, enfin, natation, course, vélo, c'est des choses que tu pratiquais un peu, que t'aimais, ou du coup c'est Pas venu... du tout. Ah ouais, vraiment. Découverte de la course à pied avec la prothèse donc en mai 2018. Ouais. Vélo, j'en avais jamais fait, puis je n'aimais pas ça. Franchement, Ouais. même à l'école, quand on avait fait les 50 km, je m'en souviens, dans ma classe de CM2, je trouvais ça lourd. Chiant. Voilà, et même difficile. Et pourtant, j'étais valide. Et alors, natation, voilà, j'ai fait le cursus à l'école, et c'est tout. Ok. Juste pour comprendre, justement, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, à la fois, comment t'es venu à aller à Rouen et le jour justement où tu as découvert cette prothèse, comment c'est venu ce truc-là? Quelqu'un te l'a conseillé? C'est toi qui avais regardé? Parce que c'est l'élément déclencheur un peu ça du coup. Oui, et en fait, c'est en faisant tout ce qui est recherche et développement, j'avais un réseau d'appareilleurs. Et du coup, j'ai vu une publication et c'est de là que je suis partie, à Rouen. Ok. Toute seule? Toute seule. Énorme. Ouais. Tu vas, tu découvres, tu tombes sur les gars, tu testes, Voilà. t'adores, et derrière les gars te disent bah cool, on va t'enfiler une en fait. Gratos. Ouais, et ouais, effectivement, il y a des gens effectivement qui sont un peu plus sensibles à notre parcours, qui savent écouter, et puis ça fait de belles choses quoi par la suite, belle surprise pour le coup parce que j'aurais jamais cru. Très franchement, je crois qu'il y a 2 ans avant donc je teste la course à pied avec ma prothèse, j'avais vu un duathlon à côté de chez mes parents. Et je les avais vus, je dis, alors moi, nager dans l'eau, là, dans le lac, là, surtout pas l'eau, franchement, je ne mettrais pas un pied là-dedans, ça m'inspire pas. Ouais. Et je dis, après courir comme un taré derrière, enchaîner pendant des kilomètres, c'est un sport complètement démesuré, quoi. Et finalement, après, voilà, on est parti là-dessus, et plein de découvertes, du coup. Ok, et donc du coup, comment ça se passe? Parce que comme tu dis, t'es pas du tout initié à ça. Bon, t'aimes bien un peu courir, les deux autres, ça te fait chier. Et au final, du coup, tu t'y mets. Et ça, donc depuis 2018, tu reprends grave goût, l'excitation, tout ce qu'on connaît à ce niveau-là. T'en fais du coup souvent? Tu t'entraînes toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, du coup, j'imagine? Après, ça va super vite, parce que du coup, je me décide de faire ma première compétition en paratriathlon. Et en fait, il s'avère que pour faire du paratriathlon, il faut avoir des structures, des événements adaptés. On ne peut pas avoir une zone de transition où on met le vélo et on part en course à pied où il y a des embûches. Il faut que ce soit majoritairement plat. Il faut que les parcours aussi soient assez plats. Donc, en fait, du jour où je me dis, tiens, je vais me lancer dans le paratriathlon, je vois qu'il y a le championnat de France qui est organisé. Je crois que j'ai commencé le 1er juillet 2018 et je dis, tiens, dans 2 mois, il y a un championnat de France. L'événement est bien structuré parce que c'est adapté, et c'est là qu'il faut que j'aille, parce qu'on peut pas aller faire du sport n'importe où. Nous, les paras, voilà, faut bien qu'on regarde avant sur quel terrain on va. Ok. Voilà, parce que quand on sort de l'eau, on n'a pas de jambes. Donc il faut avoir des gens, il faut qu'on ait une plateforme assez plate, etc., etc. Donc je pars faire les championnats de France, et puis là c'était dur. J'avoue c'était dur, parce que la première bouée, on est parti sur une petite vague pour le triathlon. On est parti quand même à 40. J'ai fait le coup du débutant, je suis partie bienveillante. Je suis arrivée à la première bouée, mais je me suis pris 2 Gugus. Alors je peux pas savoir qui c'est. Ça va trop vite. Et je suis passée en dessous, j'ai bu la tasse 3-4 fois, j'ai cru que j'allais me noyer, je me suis mis après en bras, j'ai regardé plusieurs fois le paddle qui était là en secours. J'ai vraiment cru que j'allais me noyer. Ils me sont vraiment passés dessus. Et puis là, il n'y a pas de pitié, de toute façon, c'est la compète. Et puis à un moment, j'ai dit, je suis bien partie et tout. J'ai continué, ça a été assez dur, mais dès le lendemain, j'avais qu'une envie, c'était de refaire un triathlon. Donc là, ça a matché. Donc même distance, que ce soit en natation, vélo et course? Alors, le paratriathlon, on est sur la moitié des distances olympiques. Donc, on est sur 750 mètres nage, 10 km, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Ok. Voilà, à enchaîner le plus rapidement possible, bien évidemment, en gérant son effort. Sinon, c'est pas drôle. Donc là, tu te lances déjà dans 2 mois après, quoi. Tu découvres la prothèse, tu te dis putain, c'est ouf, vas-y, il y a une compète dans 2 mois, à la foot, j'y vais. Voilà, j'y vais, je gagne le championnat de France. Donc top. Tu gagnes le championnat de France? Pardon. Ouais. Ah, excuse-nous. Énorme. Ouais. Donc du coup, ça a été très vite. Ah bah oui, donc tu m'étonnes que t'es excité, t'as déjà envie de refaire une course, tu te dis putain. C'est ça. Donc du coup, le staff équipe de France a un petit œil sur moi. Et il me propose de venir pas longtemps après, au mois de janvier, faire 2-3 jours en stage équipe de France pour voir un peu comment je suis, commencer à me mettre un peu dans le bain, parce qu'il y a potentiellement quelque chose à faire. Et puis, ça se passe bien. Il voit que je suis motivée, qu'il y a du boulot, par contre, parce que, je suis pas prête encore à encaisser les volumes que les autres encaissent.
C'est-à-dire sur des volumes, on est à peu près sur 20, 25, 30 heures semaine de sport. Mais ils voient que je suis motivée, que j'ai le sourire malgré que ce soit difficile parce qu'il fallait les suivre au début. J'avoue que j'étais un peu à l'ouest par rapport à eux. Et puis finalement, petit à petit, ils me proposent à venir sur une compétition, puis 2, puis 3. Et puis ils voient que je suis dans le game donc, et que potentiellement je peux me sélectionner pour Tokyo. Et de là, c'est parti. Donc quasiment, même pas 6 mois après, j'étais en équipe de France. Voilà. Et du coup, qu'une année vraiment pour me qualifier pour les Jeux, parce que 2020, on sait ce qu'il y a eu avec le Covid. Et donc, du coup, c'est sur cette première année où ils disent, il y a peut-être quelque chose à faire avec Cécile, il y a un potentiel, où du coup, ils m'emmènent sur plusieurs Coupes du Monde, et c'est là que j'ai fait ma qualification pour les Jeux. Alors, je suis arrivée tout juste dans le classement, parce qu'ils prennent les 10 meilleurs mondiaux, mais ça m'a permis d'être dans les 10 meilleurs, et voilà. T'es dans le top 10 en moins de 2 ans, genre. T'as jamais fait de triathlon ? C'est ça. Et en moins de 2 ans, genre, t'es équipe de France, t'es dans le top 10 mondial et t'es qualifié pour les Jeux, quoi. C'est ça, exact. Ça sort d'où, ça ? Pas se fixer de limites et puis se dire prendre ce qu'il y a dans la vie. Et puis, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a des belles surprises. Voilà. Bah oui, clairement, ouais. Ah ouais. Tu saisis les opportunités quand elles se présentent, tu te donnes à 2000% et puis advienne que pourra. Voilà. Par contre, j'avoue, on prend plus de portes qu'on en ouvre, mais quand elles s'ouvrent, une belle victoire. Et puis voilà quoi. C'est quoi du coup un peu les portes que t'as prises ? Parce que c'est un peu le thème du coup forcément de l'épisode, et puis avant qu'on enchaîne sur l'autre du coup, mais c'est quoi un peu les portes justement que t'as prises comme ça quand tu dis que t'en manges plus que t'en ouvres ? Qui vient en tête, qui a été un peu justement peut-être dur à des moments aussi, j'imagine. C'est une bonne question là, quand tu me dis ça. Quelles sont les portes que j'ai prises ? C'est peut-être prendre tout simplement les portes que les autres n'auraient pas prises ou n'auraient pas voulu prendre. Et moi, j'y étais et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là où j'en suis, tout simplement. Si les autres font pareil, ils ont leur chance aussi, j'ai envie de dire. Clairement, ouais. Donc clairement, toi, t'en as pas trop mangé du coup et... J'en ai mangé pas mal, mais justement, j'ai pas baissé les bras ou je me suis pas apitoyée sur moi-même. J'ai cherché les portes. Voilà. Et j'ai cherché, j'ai eu plein d'obstacles, puis au bout d'un moment, on arrive à l'ouvrir. Et puis si au bout d'un moment, dans le chemin, ça va pas, il faut savoir repartir autrement. Ou saisir d'autres opportunités qui sont autour et qui vont ouvrir d'autres portes. Voilà. Donc, qu'on remette aussi un peu de contexte là-dedans. Donc tu te qualifies pour les JO, donc on est en 2020 ? Avant, 2019 ? Ouais, quasiment. Rien n'est dit, parce que la sélection des Jeux se fait 2-3 mois avant les Jeux. Ah, d'accord. Mais je suis dans le ranking mondial, ranking paralympique. Mais par contre, c'est le staff équipe de France qui décide si vous emmène ou pas. Parce qu'ils savent que vous êtes 10e et qu'ils ont, 15 athlètes pour aller aux Jeux. C'est bye-bye. Donc, rien n'est joué. Par contre, ça m'a mis la première année dans le ranking paralympique. Ouais. D'accord. Donc après, il se passe le Covid qu'on connaît, donc 2020. Là, tu continues quand même à t'entraîner, à préparer et tout. Limite, c'était une opportunité. On a fait des choses différemment. Donc, on s'est mis à fond sur le home trainer. Ça a été excellent pour travailler. On se ressent vraiment sur soi. Du coup, quoi qu'il en soit, on n'avait qu'1 kilomètre autour de chez soi, mais c'est pas grave. Moi, le matin à 7h, j'avais mon vélo et j'étais en boucle. Okay. Je faisais ma petite heure, parce qu'on avait le droit qu'à 1 heure de vélo, ou sinon je partais, je faisais une demi-heure de course à pied, je faisais 1 heure de vélo dehors, et après, je pouvais enchaîner 1 heure ou 2 de vélo chez moi. Il y a que la natation qui était problématique. Voilà. Et auquel cas, effectivement, faire les exercices de natation sur une planche de bois avec des élastiques, c'était pas très motivant, mais bon. Voilà. Tu l'as fait quand même, ouais. Mais le reste, franchement, pas de souci. Ok. Et donc, là, on arrive donc en 2021, donc cette année-là. Et là, on l'a un peu introduit tout à l'heure, et là, il y a un deuxième accident de la route en vélo avec un poids lourd. C'était quand, ça ? Alors, c'était le 30 juillet donc 2021, donc 28 jours avant ma date des Jeux. En fait, on était vraiment en camp d'entraînement au Krebs de Vichy. 1 mois avant les Jeux, donc toute l'équipe de France était là, le staff, etc. Moi, j'étais là-haut depuis à peu près une dizaine de jours. Bon, on était quand même déjà bien fatigués, bien dans le dur. On enchaînait beaucoup les séances de thermoroom, ça tire vraiment fortement sur l'organisme. Donc, en fait, on se met dans une petite pièce, on fait monter la température à 30-35 degrés, on se met en condition de Tokyo avec 80, 85, 90% d'humidité. Il faut habituer le corps. Et ça sèche. Ça fatigue bien. Mais bon, à la limite, j'aime bien parce qu'après, je suis super détendue. On connaît bien après les séances de sport, ça a bien cramé. Franchement, c'est la séance qui me fait du bien.
Voilà, donc on était là depuis un moment, on est quand même pas mal fatigués, mais bon, quoi qu'il en soit, on continue. On part sur un entraînement un peu spécifique vélo. On part pas faire du souple ou on part pas rouler 3-4 heures pour faire du volume. On part pour faire une séance bien spécifique où on fait 4 blocs de 5 km à fond avec une récupération d'une minute 30. Donc on se met en condition complète en fait. Voilà, donc on va à 15 km au-dessus de Vichy, tous ensemble, et après on se met sur notre terrain de jeu, donc on a une grande bande entre deux ronds-points de 5 km sur une route, une départementale, dans les champs, et on enchaîne là-dessus. Donc chacun part faire sa série, et moi j'arrive sur mon dernier bloc de 5 km, je crois qu'il me restait 150 mètres, et là, donc, je n'avais pas souvenir sur le coup, mais j'ai eu souvenir après, par la suite, après l'accident. En fait, j'ai un poids lourd qui m'est passé devant et je me suis encastrée complètement dans la benne. Et je pense qu'il ne m'a pas vue. Et moi, je l'ai vu au dernier moment. Et voilà. Donc là, le scénario pour les jeux terminé. On apprend au fur et à mesure. Donc le soir même, j'ai eu mon accident vers 16h. Donc 2 fractures, une de vertèbre, une du crâne. Puis 2 jours après, finalement, il y a 3 vertèbres en plus de fracturées, donc ça en fait 5. Et puis finalement, au bout de 5 semaines, on se rend compte qu'il y a eu aussi 5 côtes de fracturées, pas fêlées, fracturées, on les a vues qu'après. Voilà, avec un traumatisme crânien assez important. Voilà, donc voilà, là, tout s'écroule, hein, parce qu'on se dit, bah ouais, on avait tout misé là-dessus sur Tokyo. C'est 3 années tête dans le guidon, c'est le cas de le dire, où on met de côté beaucoup de choses. Et puis bah là, en fait, tout s'arrête. Donc, ouais, encore un coup de massue. Pendant l'entraînement, en plus, du coup, comme tu dis, quoi. C'est ça. C'est pendant ton entraînement, tu te fais taper à ce moment-là, quoi. Pendant l'entraînement. Et je pense très clairement que le chauffeur m'a pas vu ou il était sur son téléphone. Voilà. Et donc, petit rebondissement, bien évidemment, le chauffeur n'a pas fait les choses à moitié. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'il m'a pas vu parce qu'il s'est arrêté, il est descendu de son véhicule. Oui. Quand il est descendu de son véhicule, il m'a vu par terre, et il a fait demi-tour. Il remonte dans son camion, mais là, vu qu'on était plusieurs à faire l'entraînement, d'autres athlètes sont arrivés au compte-gouttes et il s'est senti pris par les autres. Oui. Il ne pouvait pas partir. Donc, il est resté et au bout de 5-10 minutes, il a prétexté que son camion était mal garé. Du coup, personne n'a pensé à relever la plaque parce qu'il s'est arrêté. Et quand il a décidé d'aller garer son camion, en fait, il n'est jamais revenu et il n'y a absolument pas de caméra par là-haut en race campagne. Donc voilà, donc aujourd'hui on n'a pas retrouvé le chauffard. Et moi j'ai eu une perte de connaissance assez importante, 3/4 d'heure, 1 heure. Ok, donc là direct pareil, urgence, tu repars en réa du coup à ce moment-là ou ça se passe par rapport au premier accident ? Non, pas de réa. Non, je pars aux urgences, on identifie les fractures, on me met une minerve qu'on m'a mis de toute façon dès le début, que les pompiers m'ont mis dès le début, et puis bah là on attend un peu d'avoir les examens. En plus ça m'est arrivé vendredi, donc les équipes étaient en effectif réduit le week-end, donc en fait on a eu l'avancée des fractures que le lundi, donc il y a des choses il y a pas mal de choses qui se passent entre-temps, on se pose des questions. Mais non, pas de réanimation sur de la fracture et des tendinopathies, parce que effectivement, par contre, aussi avec le choc, il y a eu pas mal de tendinite. Ouais. Ok. Et tu restes combien de temps, du coup, à l'hosto après, là ? Tu ressors rapidement ou... Alors, ça a été très vite, en fait. C'est marrant parce que je suis restée 5-6 jours donc à l'hôpital de Vichy. Okay. Ils m'ont fait un corset qui me prenait toute la tête jusqu'en bas du dos, donc... t'as les vertèbres de péter, les côtes. Voilà, faut pas. Et les côtes, je le savais pas encore à ce moment-là. Putain, mais bon, bref. Donc, j'ai le corset. Et en fait, je me fais rapatrier par chez moi le jeudi, donc 6 jours après mon accident. Et en fait, mon mari lui avait récupéré toutes mes affaires au Krebs de Vichy. Il avait tout ramené à la maison. Moi, je suis arrivée à 15h toute seule chez moi. Voilà, j'ai déballé un peu mes affaires. J'ai fait un peu ce que je pouvais, parce que je pouvais pas trop bouger, mais j'arrivais quand même à bouger les bras, aller aux toilettes, etc. Et en fait, le premier truc que j'ai fait, c'est demander à mon mari, quand il est arrivé, de m'aider à mettre la prothèse, parce que je ne voulais pas me baisser, parce qu'il faut se baisser pour la mettre. Ouais. Il l'a mis, et en fait, on est parti faire, alors c'était à petits pas, mais on est parti faire des courses à Intermarché, il fallait que je bouge tout de suite et que j'aille m'aérer l'esprit. Ah ouais, et me remettre debout, ça n'a pas de prix, ça n'a pas eu de... Enfin, c'était génial. Ouais, j'imagine. Voilà, alors je marche comme un robot. Alors, la tête des gens avec la jambe que je mets toujours en apparent, hein, ma jambe, moi, mon quotidien, j'ai plus de pantalon avec les 2 jambes. Hein, j'ai un pantalon du côté de la jambe valide et de l'autre côté, c'est short. Coupé, ouais. Donc, plus le corset, ouais.
C'était assez choquant. Bon, à la limite, on me posait pas de problème pour passer en avant aux caisses. Ah bah ça, j'imagine que pour une fois, oui, ça a été, a été simple. Ouais. Ok, putain, du coup, et là, c'était il y a quelques mois encore, quoi. Enfin, là, on est en novembre, c'était en juillet. Ouais, donc 6 jours après les fractures, en fait, je remarche gentiment. Et en fait, de remarcher vite, de me remobiliser vite, ça m'a permis de récupérer vite, en fait. Voilà. Ouais, du coup, c'est tout de suite, tu te remets en fait dès que tu peux. Tu fais déjà de la rééduque du coup chez toi, j'imagine aussi, dès que tu as le droit de bouger, etc. Tu te remets direct. Là, tu t'es remis grave au sport aussi depuis là. Pas mal. Après, je dois y aller encore assez mollo sur certaines choses, notamment finalement, c'est le traumatisme crânien qui est le plus embêtant, où il faut prendre un peu plus de temps. Il faut surtout pas qu'il y ait de choc violent et des jets d'intensité pour le moment. Il faut juste laisser le temps que les choses se remettent en place. C'est quoi la durée ? C'est pas forcément la durée, c'est surtout aucune intensité. D'accord. Et pour l'instant, la vraie problématique, en fait, c'est tout ce qui est au niveau thorax, respiration. Par exemple, là, si je fais un petit footing à 8-9 km/h, je suis à 170 battements minute, ce qui est quasiment ce que je fais quand je suis en compète. effort max, ouais. Donc, en fait, pour l'instant, tout le schéma respiratoire, il faut laisser le temps que ça se refasse. Il y a eu beaucoup de contractions au niveau des douleurs. Donc, on essaye de tout détendre avec mon ostéo, mon kiné. Et là-dessus, il va falloir être un peu patient. Ok, donc ça te fait développer encore une fois beaucoup de patience aujourd'hui. Voilà, mais effectivement, donc je suis revenue chez moi, j'avais qu'une envie, c'était de mettre ma prothèse, être debout, parce qu'être 5 jours alité, ça, mon Dieu, pas possible. Et d'appuyer sur le bouton pour demander le pot, alors là, non, faut que, tant que je peux, je fais les choses par moi-même. Et puis en fait, rester dans le lit à rien faire, alors que je sais qu'il y a 50 000 trucs à faire, ça trotte dans ma tête. Et finalement, à part que je pouvais pas me relever, ça c'était clair. Il fallait que ce soit mon mari pendant à peu près 10-15 jours qui me tienne par le dos et qui me remonte. Mais après, je pouvais bouger mes bras, je pouvais me mettre debout. Donc finalement, on refait son chemin petit à petit. Ouais, t'es vraiment le type de personnalité qui se dit non, en fait. Non, la foot, je me lève, je fais mes trucs. Je suis un peu têtu et entêté. Ça a du bon. Hein. Mais du coup, on voit le côté positif de ça quand il t'arrive des grosses galères. C'est que du coup, en fait, tu te dis non, j'ai rien à foutre, je peux marcher, je fais mes trucs. Tu penses pas une seule seconde à te mettre dans la peau de quelqu'un qui peut plus rien faire, quoi. Tu te donnes pas ce droit-là, je pense, psychologiquement, et c'est ce qui te donne cette force. C'est ce qu'on ressent, là, c'est ouf. C'est ça, c'est ma solution. Et encore une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai une médecine, j'ai eu une visite médicale avec un médecin médico-judiciaire. Et leur préoccupation, c'était, bien sûr, ce qui m'est arrivé, mais c'était psychologiquement comment j'étais. Et eux se sont pas mal acharnés à me dire mais vous en voulez pas aujourd'hui au chauffeur, vous focalisez sur le rechercher et tout. Je dis moi j'ai mis les moyens pour qu'on le retrouve. Je dis après c'est pas de mon recours. Et je dis ma solution c'est pas de me dire tous les matins j'ai eu un accident et il m'a fauché et il m'a volé entre guillemets une partie de ma vie. Ma solution c'est de vivre ce que j'ai encore à vivre. Voilà. Et du coup je me concentre pas forcément sur lui. Si on le retrouve tant mieux. Franchement tant mieux. Je mets les moyens je l'ai médiatisé. J'ai pris un avocat spécialisé en indemnisation victime. Donc maintenant, moi, je me concentre sur ce que je peux faire aujourd'hui. Écoute, putain, quelle histoire, Cécile. On va finir sur ces mots qui sont pleins de force et plein de bon sens pour la petite interview. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. C'est hyper fort, je trouve. Encore une fois, c'est pas tous les jours qu'on a des histoires comme ça. Et ça fait plaisir à voir toute l'énergie que tu dégages et toute la force mentale qu'il te faut et que, tu transpires ça, en tout cas. Ça... Yes. J'en ai plein là pour aujourd'hui, là. Je suis au taquet. Plein d'énergie, il va falloir dormir ce soir. Ah putain, je sais pas si je vais réussir à pioncer ça après ça, mais en tout cas, non, top. Merci beaucoup, Cécile. On n'a pas fini. On enchaîne maintenant, comme d'hab, sur les questions pour la mention. Questions pour la mention. Et la première question, Cécile, quelles sont pour toi, les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ? Que tu n'as ou pas, je précise. Aller de l'avant. J'ai pas le mot, mais ça va me venir. Vas-y, dis-le, on va le trouver ensemble. Ne pas se mettre barrière et pas être... Ah, mince. La différence. La différence, ça fait beaucoup de choses dans la vie, je trouve. Okay. C'est ça qui m'a ouvert les portes aussi. Ouais. De pas faire comme tout le monde, pas écouter toujours ce qu'on dit. Ouais. Totalement, ouais. Donc ouvrir des portes, la différence, ouais.
Ouais, donc résilience, on pourrait appeler ça comme ça. Résilience. La résilience de la... Pardon, j'ai oublié du coup le dernier, c'est moi-même qui me plante maintenant. Non, mais moi aussi. Donc, La différence, pardon. Voilà. La résilience, la différence. Et j'en oublie un. C'était aller de l'avant aussi. Ouais. Aller de l'avant. Let's go. Bah, allons à la prochaine question du coup. Voilà, après c'est ce que je me dis. Voilà, je m'apitoierai quand je serai dans mon cercueil ou voilà, j'aurai rien à faire. Mais là, il y a plein de choses en fait. Il y a trop de choses dans la vie, donc faut y aller maintenant, quoi. Ouais. Ouais, bien d'accord. Ma grand-mère me disait toujours, quand je disais repose-toi, tu vas te fatiguer, elle me disait je me reposerai quand je serai morte. Bon, super, mamie, merci. Mais d'accord. Voilà, elle avait pas tort. Elle a pas tort. Elle a toujours pas tort. Ok, top. Prochaine question, Cécile. Est-ce que tu as un livre, un podcast, une série, un film, un truc que tu as grave kiffé, que tu aimerais partager? Alors, je regarde rarement la télé. Okay, donc voilà. Pas de téloche. En fait, moi, je suis plutôt à bosser. D'ailleurs, c'est mon problème, à bosser jusqu'à 1h, 2h du matin. Je dors très peu pour une sportive. Et là, je suis en train de mettre des choses en place pour mieux récupérer et ne plus être tombée dans ce panneau-là. Okay. Voilà. Mais du coup, pour dire que je suis vraiment pas dans le coup des séries, je viens de finir Breaking Bad. Ok. Et t'as kiffé? J'ai bien aimé. Là, j'ai regardé la dernière saison de Business Family. Ah oui. Ouais, franchement, elle est vraiment sympa. Il est bon, Jonathan Cohen. Ouais. Mais voilà, je regarde pas énormément la télé. Ok. Bon, bah écoute, Breaking Bad, Family Business, on aime bien. Voilà, après, je me concentre plutôt sur mes actions que je suis en train de mettre en place. Donc, moi, je veux vraiment intervenir pour des enfants ou des adultes qui sont atteints d'un cancer, qui viennent d'être amputés. Donc là, je suis en train de voir, à monter des dossiers, à faire des conventions avec l'Institut Curie, qui sont spécialisés dans le milieu de l'oncologie, et pouvoir les aider, parce qu'en fait, pour faire un lien de tout ce qui m'est arrivé, quand je me suis retrouvée dans le lit encore pendant 5-6 jours à Vichy, le premier truc, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment ça se passe? Mes fractures, comment elles vont se remettre? Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que j'avais une fracture de vertèbre vraiment méchante. C'est-à-dire que la vertèbre, elle s'est diminuée de plus de moitié. Et elle était ouverte en deux. Et en fait, c'était 3-4 mois de corset pour la consolidation, mais avec une consolidation incertaine. C'est-à-dire que si je retombais, il y avait risque que ça repète et risque de paralyser derrière. Donc, en gros, j'ai une épée Damoclès au-dessus de la tête. Et en fait, les choses se sont bien faites. Je suis allée voir 5 neurochirurgiens. J'en ai trouvé un avec qui ça a matché, qui m'a proposé quelque chose que les autres auraient pu me proposer, mais qui ne m'ont pas forcément proposé. Parce qu'il faut savoir que le 30 juillet, ils sont tous partis en vacances. Et qu'en gros, ils vous disent qu'il faut venir les revoir dans 3-4 semaines. Sauf que l'intervention chirurgicale que j'ai faite, on ne peut la faire que dans les 4 semaines suite à l'accident. Après, on ne peut pas revenir dessus. Et en fait, j'ai un médecin qui, lui, m'a écouté. Et qui m'a proposé quelque chose. Et en fait, l'opération, elle est un peu dingue. Ça s'appelle un spin-jack cimentoplastie. C'est-à-dire qu'on arrive des deux côtés de la vertèbre, on met 2 crics dans la vertèbre, comme un cric de voiture pour monter sa voiture. Okay. Le cric, donc on rehausse la vertèbre. On laisse les crics, j'ai les crics à vie. Donc 2 spin-jack. On met un ciment polymère en prise rapide 45 minutes. Et on ressort le soir, on n'a plus de corset, c'est consolidé. Ouais. Ouais, et grâce à, je n'ai pas été voir qu'1 euro, j'en ai été voir 5. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris plusieurs murs et puis il y en a une qui s'est ouverte. Voilà. Et il a été vraiment médecin parce que lui, pour le coup, je me fais opérer. Le soir, 18-19h, il n'arrive pas parce que je dois attendre sa visite pour partir. J'étais opérée le matin, donc ça faisait un moment. Et je demande aux infirmières quand est-ce qu'il va arriver. Je dis c'est long. Elles me disent écoutez, normalement il opère 3-4 personnes le jeudi matin, mais là il part en vacances vendredi et il en a opéré 8 aujourd'hui. Voilà, donc il a fait son job en tant que médecin et merci. Voilà, merci au docteur Pouit de la clinique des franciscaines d'ailleurs à Versailles, qui est la clinique du dos. Ils sont spécialisés dans le dos, que je recommande. Voilà. Et bravo et merci docteur du coup. Ah oui, complètement. Parce que sinon, là, je serais encore avec mon corset et à mon avis, ma carrière sportive, c'était fichu. Et dernière question, Cécile. C'est quoi, du coup, tu as peut-être un peu répondu au départ avec Curie, des conventionnements, etc. Mais c'est quoi ton prochain objectif? Prochain objectif aussi, là, c'est de reprendre vraiment les entraînements et d'aller faire mon stage équipe de France qui est programmé fin janvier, début février. Revenir dans le game. Ouais. Même si je pense que ça va être dur pendant 3-4 mois. Reprendre le niveau, laisser autant au corps de revenir sur l'effort. Et voilà, c'est vraiment mon objectif.
parce que ça va me permettre de savoir où j'en suis. Puis psychologiquement, si je me remets un pied dedans, je sais que ça va repartir. Voilà. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Avant de partir, Cécile, j'ai un petit rituel de fin sur Phoenix. Est-ce que tu arrives à résumer un peu tout ce qu'on s'est dit là depuis tout à l'heure en une grosse bonne phrase, une grosse punchline de fin, quoi? Et j'ai envie de dire, savoir se réinventer dans la vie. Voilà. C'est beau. Écoute, Cécile, encore un grand merci pour ton temps, pour ce beau témoignage. Avec plaisir. Plein de et force. Puis, c'est justement en échangeant avec les gens que on trouve des solutions. Donc, moi, j'ai envie de dire, faut pas rester renfermé sur soi-même. Et puis, même si c'est pas évident, voilà, on trouve toujours des solutions. Et puis, mon objectif aujourd'hui, c'est qu'il y a aujourd'hui, là où j'en suis, c'est que les gens m'ont aidé. Et maintenant, moi, je suis un peu calée dans ma vie et je vais faire la même chose pour les gens. Voilà. C'est beau, c'est tout à ton honneur. Yes. Merci Cécile, prends soin de toi. Merde pour la reprise du coup. Je sens que de toute façon tu remets un pied dedans comme tu dis, tu vas tout niquer, voyant un peu le personnage. Si j'y arrive pas, j'ai une autre solution, c'est que je me remets à cheval parce que ça me fera pas mal par rapport à ce que j'ai eu. Et j'irai sur... Il y a une discipline olympique aujourd'hui dans le cheval, mais que j'avais pas envie de faire à l'époque, c'est le paradressage. Ok. Donc voilà, donc on ira là-bas. Boum, il y a une autre porte qui s'ouvre. De toute façon, mon programme, c'était Paris 2024 en triathlon, et après, je repassais à cheval, parce que je ne peux pas faire du triathlon toute ma vie, mais à cheval, par contre, on peut avoir une carrière beaucoup plus longue. Beaucoup plus longue. Voilà. Top, on va suivre ça. Prends soin de toi, Cécile. À très vite. Yes. Et puis, ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine que ça t'a plu. Et donc ça me fait super plaisir. Bon, maintenant, tu connais la chanson. Si tu veux me faire encore plus plaisir et me permettre de faire connaître le podcast, il y a 2 choses que tu peux faire. La première, c'est aller sur Apple Podcast, bon, bien sûr, si tu as un iPhone, et mettre une note et un avis. Et la deuxième, c'est en parler autour de toi. Tu peux aussi t'abonner à la page Insta Phoenix Podcast, si tu veux suivre les coulisses et me voir dire encore plus de conneries tous les jours. Et enfin, si tu veux m'écrire, c'est avec très grand plaisir. Je suis évidemment sur LinkedIn et je réponds à tous les messages. Donc je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de motivation.